50 000 abonnés YouTube, ça y est, on y est enfin arrivé. La chaîne décolle, elle est passée de 25 000 à 50 000 très rapidement, beaucoup plus rapidement que je suis passé de 0 à 25 000 abonnés. Et merci, c'est grâce à vous. Je tenais à vous remercier énormément pour me faire confiance chaque semaine, chaque samedi au petit-déj, pour avoir la vidéo YouTube et pour m'encourager dans ce que je fais, dans mon contenu. Vous savez que j'aime partager avec vous les meilleurs conseils pour être plus concentré, pour avoir une meilleure mémoire, pour réussir mieux, pour mieux gérer son temps. Alors, il y a eu beaucoup de questions. J'en ai juste sélectionné quelques-unes parce que sinon la vidéo elle serait vraiment trop longue. Faut voir, peut-être qu'un jour on fera un live d'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée avec les abonnés directement où je pourrais répondre en direct à vos questions. On sait jamais, à voir. Donc mémoire, concentration, gestion du temps, livre, qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça, comment on fait pour mémoriser les choses? On répond tout ça après le jingle. On commence par Mathieu Descos sur Instagram qui me dit: quelle est la chose la plus dure que tu as eu à mémoriser? La chose la plus difficile que j'ai eu à mémoriser, c'est sans conteste les empreintes digitales. Lorsque j'ai fait l'émission pour TF1 Les Extraordinaires, où en fait c'était un jeu dans lequel TF1 avait fait un casting sur toute la France pour mémoriser des choses, c'était un peu un concours de mémoire en fait. Il m'avait demandé si je pouvais mémoriser en direct des empreintes digitales. C'était quelque chose que j'avais jamais fait, c'était quelque chose que j'avais jamais eu l'idée de faire même. Mais par contre la mise en scène, l'épreuve, comment elle allait se dérouler, il m'avait fait voir quelques vidéos un petit peu pour voir un petit peu comment ça allait se dérouler. Tout ça, ça m'avait vraiment emballé en fait, parce que j'avais peur, hein, c'est clair. C'était difficile parce que fallait relier chaque dessin d'empreinte digitale à une association, une image. Mais voilà, j'avais peur, mais en même temps il y avait ce petit côté où c'était le bon moment pour mettre le projecteur sur les techniques de mémorisation. Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale, même si ça faisait un peu, même si c'est un peu de TF1, tu vois, donc ça fait un peu chaud. Et d'ailleurs, ils ont coupé toute la partie où je dis exactement comment je faisais pour mémoriser tout ça. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une expérience géniale. Donc pour moi, c'est ça, la chose la plus dure que j'ai eu à mémoriser. Après, ça c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Si je devais citer une seconde chose difficile à mémoriser, qui viendrait presque à ex aequo, c'est tout le plan du métro de Paris en fait, avec toutes les stations, toutes les correspondances. Ça, c'était très difficile pour moi parce que j'habitais pas la ville. Donc je me souviens que je pensais que ça allait être facile et en fait ça m'a pris énormément de temps. J'avais créé toute une technique de mémorisation à l'époque, la technique Lost, où en fait chaque ligne était un personnage de la série et qui rencontrait d'autres personnages, et du coup ça faisait toutes les correspondances et tous les épisodes, c'était un truc de fou. Hein. D'ailleurs j'ai fait une vidéo, peut-être plusieurs vidéos, elles datent de plusieurs années maintenant, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous trouverez les liens dans la description ou dans les fiches par là. Ou par là, je sais jamais. Katia Dirsen sur Instagram. Apprendre un poème, oui, au début, au bout d'une semaine, on s'en rappelle. Mais un mois plus tard, c'est aux oubliettes. Une astuce? Alors déjà, je vais te dire un truc. Si tu arrives au bout d'une semaine à mémoriser ton poème, déjà si tu arrives à mémoriser ton poème, c'est déjà une bonne chose parce que ça veut dire que les techniques de mémorisation, tu arrives à les utiliser au poème. Et pourquoi ça c'est pourquoi je dis que c'est particulièrement une bonne chose? Parce que les poèmes c'est le truc le plus injuste de la mémoire. C'est soit tu as la fibre pour le faire, soit tu n'y arrives pas, quelle que soit la technique. Et du coup, il y a des gens qui vont mettre beaucoup d'efforts à mémoriser des poèmes, ils vont pas y arriver ou ils vont y arriver tout juste. Et il y a des gens qui vont y arriver assez facilement, mais ils vont oublier rapidement également. Toi, tu es plutôt dans ce cas de figure. Le truc, c'est que quel que soit ta situation, effectivement, le cerveau fait naturellement un travail d'oubli. C'est-à-dire que dans la nuit, pendant que tu dors, pendant que les jours passent, il va garder en stock, il va garder en mémoire des choses qui sont importantes ou des choses qui te sont utiles ou des choses qui t'ont marqué psychologiquement, des choses qui t'ont marqué émotionnellement, et tout le reste, il va le balayer. Et chaque nuit, en fait, il va faire ce tri. Chaque nuit, il va jeter des choses, il va garder des choses, un peu comme si c'était un appart où, avec place limitée, si tu veux, il doit garder que les choses les plus importantes, quoi. Donc, si tu veux le garder en mémoire plus longtemps, si tu veux éviter cette frustration de tout oublier au bout d'une semaine, je te conseille quand même de te faire des auto-révisions régulièrement. Et justement, tu laisses passer une semaine, mais peut-être que une fois que, si tu as envie de le garder en mémoire, ce poème, essaie de le rappeler 5 jours après pour voir si tu t'en souviens toujours. Et si tu t'en souviens pas, refais l'effort de mémoriser un petit peu et tu verras que ce petit travail de consolidation, tu n'auras pas besoin de le faire tout le temps,
et du coup ça va faire qu'après tu vas garder en mémoire beaucoup plus longtemps et c'est quand même ça qu'on veut. Soit SSI, désolé de la prononciation. Serait-ce possible pour vous d'aborder un jour en vidéo les difficultés liées à la concentration pour les enfants adultes diagnostiqués TDAH, troubles de déficit de l'attention notamment? De donner des astuces, merci par avance. Alors ouais, ça c'est un sujet qui revient souvent. J'ai été diagnostiqué trouble déficit de l'attention, comment je fais pour m'en sortir, etc. J'ai toujours du mal à créer des vidéos spécifiquement étiquetées TDAH ou trouble déficit de l'attention, etc. Tout simplement parce que je ne suis pas médecin. En revanche, j'accompagne les gens et à force de les connaître, je peux me mettre à effectivement donner des conseils, des astuces. Je le fais systématiquement sur Potion de Vie, systématiquement sur la chaîne YouTube. Tout ce qui est en rapport avec la concentration, la gestion du temps, d'une manière ou d'une autre, si vous avez été diagnostiqué TDAH, vous pourrez piocher des informations, des astuces très utiles dans mes vidéos pour pouvoir essayer de contourner un petit peu ces problèmes, ces difficultés auxquelles vous faites face. Et il y en a eu des vidéos, il y en a eu énormément. En fait, tout ce qui est mémoire, concentration dans les playlists de Potion de Vie, je vais les restructurer d'ailleurs ces playlists parce qu'elles sont plus assez parlantes, il y a trop de vidéos maintenant, mais tout ce qui est mémoire, concentration dans les playlists, vous savez que vous pourrez y trouver des astuces, des techniques, etc. À tel point qu'avec les années, j'en ai fait un livre, quoi. J'ai fait mon nouveau livre qui s'appelle Concentration, vous avez peut-être vu passer, où là j'ai carrément créé une méthode pour devenir beaucoup plus concentré au quotidien. Je suis obligé d'en parler un peu du livre, je ne vais pas faire la promo toutes les semaines, mais je suis obligé de dire que j'ai fait un travail dessus et qu'à mon avis, les conseils s'appliqueraient très bien à quelqu'un de diagnostiqué. Donc voilà. Isabelle Colette sur Facebook qui me dit « Bonjour, je voudrais savoir si le cerveau peut être encore performant en cas de lésion et comment la dépression agit sur le cerveau. Avez-vous une réponse ou des livres intéressants à recommander sur le sujet ?» Alors oui, effectivement, le cerveau peut continuer à être performant malgré des lésions. En tant que coach, accompagnateur, moi j'ai déjà vu des gens qui avaient des lésions cérébrales au point de... Je devais un petit peu me représenter à chaque fois qu'on avait rendez-vous avec cette personne notamment. Maintenant, tu m'as demandé comment la dépression affecte le cerveau, est-ce que j'ai des livres ou des ressources intéressantes à proposer. Moi, les livres que j'ai lus sur le sujet, sur la relation entre la dépression et les performances, etc., le cerveau, pour moi les meilleurs, c'est Flow, de Mihaly, Csikszentmihalyi. Ça s'écrit comme ça se prononce. J'adore la sortir cette blague. Le lien que lui il établit, c'est au contraire, c'est les connexions entre un cerveau qui est heureux et une faculté de se concentrer. Donc là, en fait, de manière indirecte, ça répond à ta question parce que du coup, tu peux voir également le lien qu'il y a entre le fait de ne pas être heureux et le fait d'être déconcentré. Donc tu vois, tu vas voir un petit peu, il y a énormément, je crois qu'il y a plus de 60 pages de références dans son livre sur les études qui ont été faites sur le sujet, entre les liens entre la bonne humeur, la dépression et comment le cerveau réagit. Et donc du coup pour moi ça c'est le meilleur livre qui traite de la dépression et du cerveau, de ce que j'ai lu, parce que j'ai pas tout lu effectivement. Je pourrais également citer les livres de David Servan-Schreiber. Vu les commentaires, vu ce que j'en entends, c'est sûrement bien, mais moi je les ai jamais lus ces livres. Il y a également un livre qui est très intéressant qui traite un peu de ça, c'est Solve for Happy, qui lui a été traduit en français. Qui s'appelle La formule du bonheur, où là je trouve que c'est très intéressant parce que ça te permet de voir un petit peu la dépression comme un élément d'une formule. Alors c'est un peu scientifique mais c'est très bien décrit, c'est très accessible. J'en ai fait plusieurs fois la chronique sur ma chaîne YouTube, tu pourras la trouver également dans les liens dans la description ou là-haut, bref. Où tu vas voir un petit peu pourquoi comment on peut être heureux en fait. Et ça je trouve c'est très intéressant. Donc voilà, c'est non exhaustif, je suis pas un spécialiste de la dépression non plus, mais tu pourras trouver déjà des bonnes pistes de départ avec Flow et la formule du bonheur. Question de Bibi sur YouTube. Combien de temps d'entraînement et d'exercice de mémoire faisais-tu par jour à tes débuts avant d'arriver à ce niveau de performance et combien t'en fais par jour aujourd'hui? C'est une excellente question, merci de l'avoir posée. Alors j'ai pas compté, mais au début, je voyais pas le temps passer. Donc je mémorisais peut-être plus de une heure par jour, 1 ou 2 heures par jour. Il faut se remettre dans le contexte. Les techniques de mémorisation, les astuces mnémotechniques, etc. Il n'y avait pas grand monde qui en parlait sur internet, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet. De toute façon, je lisais presque pas, j'aimais pas lire, donc ça m'aurait pas été très utile. À un moment, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un champion de mémoire qui mémorisait un petit peu justement des jeux de cartes. Ça m'avait beaucoup intrigué, il disait que n'importe qui pouvait faire ce type d'exploit.
Et là, ça y est, j'étais en phase de curiosité-découverte. Et quand je suis dans cette phase curiosité-découverte, je vois pas le temps passer. C'est-à-dire j'avais l'impression de découvrir des nouveaux pouvoirs magiques avec la mémoire. Vu que ça marchait, je commençais à mémoriser des jeux de cartes. Et j'ai l'impression que j'étais le seul à m'intéresser au truc. J'ai eu envie par moi-même d'aller plus loin. Du coup, j'ai passé beaucoup de temps dans les défis. Vous avez pu les voir sur la chaîne YouTube. J'ai une playlist qui est spécifiquement sur les défis. Alors moi, ça date d'il y a pratiquement 8 ans maintenant. C'est mal tourné, mais du coup, ça vous donne un peu une idée du temps et de l'énergie que j'y mettais. Ça fait vraiment beaucoup. Alors maintenant, la suite de la question, qu'est-ce que tu utilises maintenant? Combien de temps passes-tu par jour pour la mémoire? Je passe pas beaucoup de temps maintenant par jour pour la mémoire parce que je connais beaucoup de techniques qui me font gagner énormément de temps. Et quand je dis très peu de temps, encore une fois, je sous-estime parce que des fois, je le fais sans me rendre compte. Mais souvent, même tout le temps, ce qu'il faut faire, même si tu maîtrises quelque chose à fond, c'est continuer à pratiquer. Et moi, je continue à pratiquer en me lançant des défis. Donc par exemple, l'année dernière, en 2018, je me suis lancé le défi de lire et de mémoriser un livre par jour pendant un an. Un livre par jour, un livre par semaine pendant un an. Et du coup, ça, c'est une pratique de la mémoire qui te fait mémoriser au quotidien. Parce que chaque jour, je mémorisais les points clés sur mes fiches Bristol, etc. Je faisais un travail de synthèse, donc ça me prenait quand même pas mal de temps, mais c'était pas plusieurs heures par jour quand même. Donc voilà, là je pratique moins également parce que je dois tourner des vidéos YouTube, je dois animer une communauté, je dois faire des formations, je dois créer du contenu, etc. sans cesse, je dois préparer des conférences. J'ai un petit peu moins le temps pour faire de la mémoire. Voilà, c'est tout. Mais ça reste quand même un gros investissement et beaucoup de temps. Question de Céline de Luca. Comment fais-tu dans tes lectures de livres pour mémoriser ce qui est dedans? Combien de temps en plus, en pourcentage de temps en plus, sur ta lecture, même en considérant la lecture rapide, cela te prend-il? Alors, comment je fais? Encore une fois, il y a deux questions. Alors, comment je fais pour mémoriser des bouquins? Quand je dis je mémorise des livres, les gens pensent je mémorise chaque mot de chaque page, dans l'ordre, etc. C'est pas comme ça qu'il faut faire pour mémoriser un livre. Bien sûr, ce serait possible de faire ça en utilisant les techniques de mémorisation. Ça prendrait très longtemps pour un seul livre et je trouve que c'est du temps perdu de faire ça. En revanche, ce que je fais quand je mémorise des livres, c'est que je fais un résumé, entre guillemets, de chaque chapitre. Et chaque chapitre, ça me donne des points clés. Et ces points clés, c'est ça que je mémorise. Donc, vous avez le choix en fait. Soit vous faites des cartes mentales, soit vous faites un palais de mémoire, soit vous faites des techniques d'association imagée, soit vous prenez chaque point, vous les reliez par une histoire et vous avez un livre égale une histoire d'association imagée. C'est toutes les techniques que j'enseigne dans Booster votre mémoire, tout ça. Moi, je faisais comme ça, c'est-à-dire j'écrivais beaucoup à la main parce que pour moi, c'était plus facile de mémoriser les choses quand je les écrivais vraiment plutôt que quand je les tapais sur l'ordinateur. Et après, je faisais des fiches Bristol, je me faisais des rappels. Les 3 premiers rappels, j'étais très strict dessus. D'ailleurs, ceux que j'accompagne le savent. Pour moi, l'une des premières leçons, c'est les 3 premiers rappels parce que c'est vraiment ce qui est important. Et alors, la deuxième partie de ta question, c'est combien de temps ça te prend en plus, même en lecture rapide, etc. Alors, au début que j'ai commencé le défi, je me souviens, j'avais dit ouais, je vais lire en lecture rapide parce que ça me permettra de lire les livres plus vite, etc. Faut savoir que je ne l'ai pas fait longtemps, ça. J'ai pas utilisé la lecture rapide longtemps parce que déjà, j'arrivais pas à maintenir le rythme longtemps. Même si je lisais pas beaucoup d'un coup, j'arrivais pas à maintenir un rythme de lecture rapide longtemps et je trouvais que je perdais un petit peu trop en compréhension, en rétention d'informations. Donc j'ai lu à vitesse normale et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de lire, naturellement, j'en suis venu à lire plus rapidement. Combien de temps ça me prenait en plus de mémoriser le livre? Je dirais qu'il faut doubler le temps. Doubler si tu as une certaine habitude, si tu sais faire des résumés et que tu le fais consciencieusement, plutôt que de mettre 1 heure pour lire 2 chapitres, tu vas mettre 2 heures pour lire 2 chapitres parce que tu vas les synthétiser, les reformuler, etc. Et je dirais qu'il faut multiplier par 3 si le livre que tu essayes de mémoriser est un livre qui n'est pas écrit en français. Donc moi je suis quand même pas mauvais en anglais, je lis très souvent que des livres en anglais et il faut savoir que lire un livre en anglais, surtout s'il est technique, ça te prend beaucoup plus de temps. Donc moi j'estime à doubler le temps nécessaire pour lire un livre en anglais déjà, même si tu es très bon dans la langue, pour le comprendre, le reformuler, etc. Et si tu veux en faire le résumé, tu multiplies encore par... Enfin voilà, tu multiplies par 3 en fait. Pascal Gérard sur YouTube qui me dit: est-ce que c'est possible de tout retenir par ancrage mnémotechnique? Je veux dire apprendre un ensemble d'informations, pas seulement des listes, avec le palais mental ou le système de crochet.
C'est possible de retenir énormément de choses avec les moyens mnémotechniques. Et tout pourquoi c'est possible de mémoriser tout un ensemble de choses. Pourquoi je dis que c'est possible? Parce que en faisant ce travail, en fait, tu prépares ton cerveau, tu lui poses la question comment je fais pour mémoriser tout ça. Et lui, en te proposant les associations mentales, les petites images qui vont faire, les moyens mnémotechniques qui vont faire que tu vas retenir, les acronymes, je prends la première lettre de chaque mot et puis je retiens un ensemble de choses. Tout ça me fait penser à ça, les métaphores, tout ça. Ces moyens mnémotechniques, c'est un travail que fait ton cerveau pour déjà commencer à mémoriser plusieurs choses d'un coup. Maintenant, les moyens mnémotechniques, il ne faut pas voir ça comme une méthode à part entière. Il faut voir ça comme un boost, quelque chose qui va booster ton apprentissage, mais pas quelque chose qui va être ton apprentissage. Beaucoup de gens font l'erreur, quand ils découvrent les techniques de mémorisation, de se dire « bah je vais l'utiliser pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et tout ça ». Il existe une multitude de techniques, de stratégies pour apprendre les choses. Je les enseigne sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le voir dans les listes, dans les playlists Devenir plus intelligent, mémoire, etc. Je donne énormément de techniques, il y a les cartes mentales, il y a les fiches de mémorisation, il y a la technique des rappels espacés, la courbe de l'oubli, etc. Par contre, c'est jamais du temps perdu d'essayer de créer des mnémotechniques. Donc il faut toujours avoir le réflexe d'essayer de créer de mnémotechniques. Et tu verras qu'à force d'essayer de trouver ces moyens, ça va devenir assez naturel pour toi. Christiane Constance qui me dit « Je dois passer un examen en octobre et je suis très en retard. De plus, je suis lessivé en revenant du boulot. Comment puis-je avancer dans mes révisions ?» Alors déjà, il y a deux choses. Tu es très en retard, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir mémoriser tout ce que tu as à mémoriser avant la fin de ton échéance. Donc ça veut dire qu'il va déjà falloir faire des choix. Des choix, c'est d'abord concentrer ton apprentissage sur les choses les plus importantes, les plus fondamentales, sur celles que tu ne peux pas zapper. Alors je sais que quand je dis ça, moi je peux rien zapper, etc. Mais il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, donc concentrer ton énergie d'abord sur les choses les plus importantes, les choses qui prennent le plus de temps, ou les choses les plus fondamentales dans ton activité. Et il y en a toujours en fait un fil conducteur ou des cours qui sont plus clés que d'autres. Maintenant, la deuxième partie de ta question, elle découle un peu de la première, c'est-à-dire que tu rentres du boulot, tu es lessivé. Ça te dit quoi? Ça te dit que déjà, réviser en revenant du boulot, c'est pas la bonne chose. Parce que tu es trop fatigué, tu n'as pas la tête à ça. Ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas plus avoir assez d'énergie pour réviser. Donc, à ça, la réponse naturelle, c'est de trouver un autre moment dans la journée pour réviser. Alors ouais, je sais, c'est pas évident, il te reste pas beaucoup de choix disponibles. Tu as le temps de midi pour réviser, pour avancer dans tes révisions. Tu as également les temps de transport en commun. Et enfin, la troisième option, c'est de te lever plus tôt le matin en fait. C'est-à-dire de mettre le réveil 1 heure plus tôt, un peu comme le Miracle Morning, quoi. Sauf que tu utilises ce temps pour réviser parce que ton cerveau est tout neuf en fait. Quand il se réveille le matin, si tu as bien dormi, ton cerveau est tout neuf. Et donc du coup, il est beaucoup plus facile pour lui de mémoriser des informations ou de réviser. Tu es encore à ton niveau d'énergie le plus haut. Si tu attends le soir, le problème c'est que tu vas avoir du mal. Même si tu essayes de te faire violence, même si tu vas te dire « oui mais c'est très important, il ne me reste plus beaucoup de temps », tu vas simplement culpabiliser et remettre à plus tard. Donc trouve un autre moment dans la journée, c'est ça ta mission. Fais tes choix et trouve un autre moment dans la journée. Level Up me dit « En rapport à ton défi lecture dans ta vie actuelle, qu'as-tu essayé de mettre en place? Appliques-tu les conseils de tous les livres que tu as lus ?» Alors, je n'applique pas tous les conseils de tous les livres que j'ai lus. Pourquoi? Parce que y a des choses qui vont trop loin, vont trop dans les détails. Moi, je suis plus du style à prendre les choses qui m'intéressent ou que j'ai vraiment envie de tester et par contre, aller vraiment les tester. Par exemple, quand j'ai lu Tout ce qui ne nous tue pas, sur la méthode Wim Hof, ça j'ai décidé de l'expérimenter très vite. Mais je n'ai pas pour autant suivi des stages au fin fond de la Pologne, je le ferai peut-être un jour d'ailleurs, en étant à poil dans la neige, etc., essayer de survivre au froid. Hein. C'est pas ça. Je ne pratique pas tous les conseils de chaque livre. Je prends un petit peu, je suis un peu comme la philosophie de Bruce Lee là-dedans, c'est-à-dire je prends ce qui me plaît, je jette ce qui me plaît pas et je fais quelque chose d'unique avec tout ça. Il y a également Penser pour moi-même, c'est penser sur le stoïcisme qui t'apprend un petit peu à mettre de la distance avec tes émotions. Je vais pas devenir demain hyper stoïque quoi, parce que ce livre m'a plu. Ce livre m'a plu, mais je vais garder en tête certains conseils que je ne vais jamais oublier, vu que je l'ai mémorisé en grande partie, mais je ne vais pas vivre selon les principes du stoïcisme, par exemple. Le minimalisme, c'est la même chose. J'ai lu un bouquin en 2019 sur le minimalisme, je l'ai trouvé très intéressant, je vais garder en tête tous les principes du minimalisme, mais c'est pas ça qui va me faire appliquer tous les principes du minimalisme. Je ne vais pas mettre de futon chez moi, je ne vais pas vider toutes les pièces pour garder que mon smartphone, non, je vais vivre avec moins de choses, je vais vivre
avec plus d'espace, ne pas avoir peur du vide. Mais voilà quoi, c'est une façon d'appliquer les conseils, mais pas tous. Les choses que j'ai décidé de mettre en place, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ne coupez jamais la poire en deux, qui m'a appris un petit peu mieux à négocier les choses. La parole est un sport de combat, qui m'a appris un petit peu mieux m'exprimer en public. Il y a également Teach Like a Pirate, qui est un livre anglais qui m'a permis un petit peu de voir d'autres façons d'enseigner les choses, d'autres façons de présenter les choses, ou de transmettre une certaine pédagogie, et qui selon moi chaque prof devrait lire d'ailleurs, même s'il est qu'en anglais, encore une fois. Mais je vais pas tout prendre. Teach Like a Pirate, le gars par exemple dans ce bouquin, il se déguise en pirate en faisant des cours autour des pirates pour faire enseigner aux gamins pourquoi cette période est importante, et du coup les gamins ils vont avoir l'impression de jouer à un jeu et d'apprendre en jouant. Mais c'est pas pour ça que demain je vais arriver déguisé et je vais faire toutes mes formations déguisées en pirate et leur dire un petit peu et faire mes formations comme ça n'aurait pas de sens. Mais en même temps je sais que ça existe et je sais que ça marche. Et ça c'est très important parce que ça va me permettre, quand je vais être confronté à la situation, de ne pas me dire ouais mais ça c'est nul, ça marchera jamais, mais de savoir déjà que ça peut marcher dans certains contextes et d'être beaucoup plus cultivé en fait. Tout ce que j'apprends dans mes livres, je l'applique pas tout, mais ça me permet d'être beaucoup plus cultivé, curieux et ouvert d'esprit, et ça m'apporte énormément de choses. Abdourazak Idriss qui me dit « Comment avoir une bonne mémoire? Comment bien apprendre par cœur? Comment améliorer le niveau de connexion de neurones? Combien de temps prend une activité pour que cela devienne une habitude ?» Alors là encore, il y a plusieurs trucs. Comment avoir une bonne mémoire, développer les connexions neuronales, tout ça, c'est tout simplement en pratiquant l'art de la mémoire. Toutes les techniques, tous les petits défis que j'enseigne sur la chaîne YouTube, là, que je vous propose, les petits jeux que je vous propose, les petites techniques, ça a tout pour but d'améliorer les connexions neuronales, d'améliorer un petit peu comment vous apprenez les choses, d'améliorer un petit peu le fonctionnement du cerveau, d'avoir une meilleure mémoire, etc. Tous les exercices aussi que tu trouveras dans Booster votre mémoire, tout ça, ça fait en sorte que tu vas avoir des meilleures connexions neuronales, etc. naturellement. Maintenant, la deuxième partie de ta question, qui est très intéressante également, parce qu'on la pose souvent, celle-ci, en fait, c'est combien de temps avant que ça devienne une habitude? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. C'est ton intérêt pour la chose, ta motivation pour la chose. Si ton but c'est d'être expert en maths mais que tu détestes ça, combien de temps avant que tu maîtrises ce théorème par exemple, ça va te prendre plusieurs mois peut-être. En même temps, si tu adores les maths ou si tu es curieux vis-à-vis des maths, du coup ça va prendre 10 fois moins de temps, tu vois. Donc ça va peut-être te prendre 2-3 jours, peut-être même une journée si tu l'étudies à fond dans la journée parce que tu es motivé, tu sais que ça va t'amener à quelque part, etc. Donc il y a une grosse partie motivation et curiosité dedans. Peut-être même plus curiosité que motivation. Parce que tu peux être motivé un temps, mais la motivation, c'est une énergie qui est volatile. Tu vas avoir des jours où tu vas être très motivé et tu vas créer des habitudes très rapidement. Et il y a des jours où tu vas être fatigué, pas motivé, et là, tu vas passer beaucoup de temps pour pas grand-chose, pour pas mettre en place des habitudes. En revanche, quand tu es curieux, c'est plutôt quelque chose qui est stable, la curiosité. Quand tu prends l'habitude d'être curieux, quand tu es curieux naturellement, tu apprends beaucoup plus vite et tu mets en place les habitudes beaucoup plus vite parce que tu as l'habitude de répondre aux questions clés en fait. Tu as l'habitude de rechercher l'information, le pourquoi du comment, etc. Et là, les gens qui sont curieux, les gens que j'accompagne, les gens que j'ai en formation qui sont curieux, sont naturellement beaucoup plus rapides à mettre en place une habitude. Quand je leur dis, quand j'utilise une technique de concentration, de booster votre mémoire, ils la mettent en place très rapidement. Et pour moi, le facteur clé, un petit peu plus que la motivation, c'est la curiosité. Maintenant, imaginons que tu aies tout ça. Théorie qui dit qu'il faut 3 semaines pour mettre en place une habitude. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Ça dépend. Des fois, ça peut être plus rapide, des fois, ça peut être plus lent. Je dirais, moi, ça prend plutôt 3 mois que 3 semaines déjà. Parce que je suis quelqu'un qui est assez... J'aime faire beaucoup de choses, donc ça prend plus que 3 semaines. En tout cas, chez moi, ça prend plutôt 3 mois que 3 semaines. Pour déconstruire une habitude, ça va plus vite. Peut-être 3 semaines, peut-être même plus. Mais pour créer une habitude, pour moi, ça prend 3 mois. Tom Maître Pierre qui me dit « Je suis en première année de prépa MPSI et j'ai énormément de mal à gérer mon temps entre reprendre les cours chez moi et faire les exos. En maths par exemple, je dois toujours faire un choix parce que je n'ai pas le temps de faire les deux. Du coup, que me conseillerais-tu pour mieux gérer mon temps? Est-ce que la mise en pratique est plus importante que l'apprentissage lui-même » Encore une fois, il y a 2 questions. Si tu n'as pas le temps de faire les deux et que tu dois faire un choix, c'est que tu passes trop de temps sur l'une des 2 choses peut-être. Ou alors, si vraiment tu dois faire un choix entre l'une des 2 choses, ce que je te conseille de faire, c'est de choisir une fois les exercices, choisir une fois les révisions. Et tu alternes comme ça. Comme ça, de telle façon que ça sera toujours frais dans ton cerveau. Si tu fais tout le temps les exercices parce que ça te semble plus naturel et que c'est plus pratique, plus facile pour toi, au bout d'un moment, la partie théorique, tu vas vraiment plus l'assimiler.
Mais si tu alternes comme ça, de façon intelligente, au bon moment, c'est à toi de le trouver par contre le bon moment, du coup les deux choses vont être relativement fraîches et du coup tu vas pas trop perdre de temps dans ton apprentissage. Alterne ton choix. Voilà, déjà si vraiment tu as pas le temps de faire les deux. Mais n'as-tu vraiment pas le temps de faire les deux, ou est-ce que tu es trop perfectionniste et tu te dis il faut que je fasse ça à 100% pour que ce soit considéré comme acquis ou fait. Baisse un peu ton seuil d'exigence si c'est le cas, apprends à être un petit peu moins perfectionniste et tu verras que tu auras le temps de faire les deux choses. Peut-être, j'espère, j'imagine, je te le souhaite. Et enfin, est-ce que la mise en pratique est plus importante que l'apprentissage lui-même? C'est 50-50, mais quand même, l'apprentissage par la pratique te fait apprendre beaucoup plus vite, je trouve. Dans tous les domaines que j'ai pu tester, l'apprentissage théorique est très important pour avoir les bases, les notions, les fondamentaux, pour comprendre le pourquoi des choses et pour bien comprendre les choses, mais ce qui te fera vraiment maîtriser quelque chose, c'est la pratique. Hein. Donc, dans l'idéal, c'est 50-50, mais quelqu'un qui fait 70% de pratique et 30% de théorique, il apprendra, à mon avis, c'est que mon avis, il ne faut pas me tomber dessus hein, si jamais ça ne vous plaît pas, hein, ce que je dis, mais à mon avis, il apprendra un petit peu plus rapidement. Et c'est plus facile de te corriger quand tu as déjà mis en pratique, plutôt que quand tu fais une erreur théorique. En plus, il y a un autre piège quand tu mets beaucoup d'accent sur la théorie, c'est que la théorie, elle n'est jamais finie. Il y a toujours des choses en plus que tu as envie d'apprendre. Tu as tendance un petit peu à vouloir apprendre d'autres détails pour pouvoir compléter des points, etc. Donc l'apprentissage théorique, il n'est jamais fini. Paldon Tonzin sur YouTube qui me dit « Beaucoup de mes amis demandent comment faire pour faire entrer les informations parce qu'ils lisent mais sans vraiment lire. Car si on leur pose la question sur ce qu'ils ont lu, ils ont tout oublié. » Alors déjà, le fait de tout oublier, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que tu lis, c'est tout à fait normal. C'est un processus qui est normal parce que au début, c'est assez frais dans ton cerveau, donc ton cerveau, il va penser, ta mémoire va penser que c'est assez important. Donc voilà, c'est tout frais. Et puis, plus le temps va passer, plus ça va être soufflé, on va dire, comme si c'était du vent et tout, qui soufflait un château de sable. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de château de sable. Bah là, c'est un peu la même chose. Pour faire entrer les informations, tu as besoin de les répéter, tout simplement. Tu as besoin de les faire ressurgir. Il n'y a pas d'autre choix. Si tu fais pas des révisions sur ce que tu as lu, c'est mort. En plus, il y a une deuxième chose qui me choque, qui me marque dans ce que tu dis, c'est comment faire pour faire entrer les informations quand on lit sans vraiment lire, quoi. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Si t'es pas au moment où tu lis concentré sur ce que tu lis, il n'y a aucune chance que tu fasses entrer les informations. Tu es en train de perdre ton temps si tu lis sans vraiment lire. Donc, quelque chose que tu peux faire, c'est lire en étant vraiment là, quoi. C'est-à-dire en mettant le smartphone de côté, en étant au calme, en lisant de façon tout à fait concentrée, et là, tu verras que les informations entreront beaucoup mieux. Jamel Doe sur YouTube qui me dit « Quel est le livre qui t'a le plus marqué? Quel est le plus grand changement dans ton quotidien depuis que tu as développé ta mémoire ?» Alors, je pense que là, c'est en rapport à la mémoire. En fait, quel livre qui m'a le plus marqué? C'est l'un des premiers que j'ai lu, qui est How to Develop a Perfect Memory par Dominic O'Brien, qui est un ancien champion de mémoire anglais, où là j'ai vu vraiment la puissance des techniques de mémorisation et que ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin dans le sujet. Ça, c'est le livre qui m'a le plus marqué parce que voilà, c'est en rapport avec mon sujet, quoi. C'est la mémoire. Et voilà, je suis tombé dedans en lisant ce livre, vraiment. Hein. Le plus gros changement que ça a apporté dans mon quotidien, bah écoute, si j'avais pas lu ce bouquin, je n'aurais pas écrit moi-même de livre. Je n'aurais pas créé de blog potiondevie.fr. Je n'aurais pas créé de chaîne YouTube. Je n'aurais pas écrit un deuxième livre. Mes livres ne se seraient pas vendus puisque je n'aurais pas écrit de livre. Je ne serais pas passé à la télé, j'aurais pas fait d'émission, j'aurais pas enseigné aux gens comment devenir champion de mémoire, je n'aurais pas enseigné aux gens comment réussir leurs études, peut-être que des gens n'auraient pas... Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que j'ai le sentiment d'aider les gens, quoi. Donc, quand je reçois des messages de « merci, grâce à toi, j'ai réussi mon examen », peut-être que des fois, c'est un peu exagéré, mais des fois, si j'ai réussi à instiller un petit peu ce détail de confiance chez quelqu'un, cet élément de confiance chez quelqu'un, et qui a fait la différence, bah tant mieux, je veux dire, ça change ma vie littéralement tous les jours, ça continue à changer mon quotidien. C'est le fait de me sentir utile, le fait de partager, de donner aux autres, d'avoir une communauté comme vous, génial. Donc voilà, c'est ça que ça a changé dans mon quotidien, ce bouquin. Donc quand on remonte à la source, un simple livre, une simple vidéo, ça peut vraiment faire toute la différence. Voilà, on arrive à la fin de cette longue vidéo FAQ qui fête les 50 000. Comme vous le savez, la prochaine, elle ne sera pas avant 100 000 abonnés. Donc sachant que j'ai mis quelques années à arriver à 50 000, celle de 100 000, elle va peut-être pas arriver tout de suite. Hein. C'est des vidéos qui sont assez longues, mais je pense que les questions
les questions auxquelles je réponds, c'est des questions que vous vous posez, donc c'est toujours des vidéos qui sont très précieuses quand on prend le temps de les regarder un petit peu en détail. Donc si c'est le cas, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, je vous souhaite, déjà je vous remercie, je suis toujours aussi flatté, et je vous remercie d'être là, d'être toujours présent, de m'encourager. Je reçois de plus en plus d'encouragement. Je sais que la communauté grossit de plus en plus. J'ai peut-être mis quelques années pour arriver à 25 000 d'abord, mais j'ai mis que quelques mois pour arriver de 25 000 à 50 000. Donc on peut imaginer que les 100 000 seront atteints bien avant ce que j'imagine, je le souhaite en tout cas. Le mouvement est maintenant lancé et j'espère que vous allez être de plus en plus nombreux à me suivre sur Potion de Vie. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!